Mes amis, regardez ça. Voici le président Zelensky et le président Donald Trump assis ensemble lors d'un sommet de l'OTAN à Ankara, en Turquie. Cela s'est passé du 7 au 8 juillet. Et ce n'était pas une réunion ordinaire, car pour la première fois, nous avons vu l'attitude très positive de Trump envers Zelensky. Les frappes en profondeur et à moyenne portée de l'Ukraine ont infligé tellement de dégâts à la Russie que, aux yeux de Trump, qui a une vision assez primitive, il considère désormais Zelensky comme un gagnant, et il aime les gagnants. D'où cette attitude positive. Et dans l'un des extraits de leur conversation, il y a eu de nombreux bons moments. Je vais juste vous en montrer un parce que cela a tellement énervé les Russes. Nous verrons leur indignation plus tard. Mais regardez ce moment. Le président Poutine a dit « J'aimerais beaucoup vous rencontrer à Moscou ». J'ai dit « Je ne pense pas que vous sachiez, je dois me mettre à sa place ». Je ne sais pas s'il irait à Moscou peut-être. Et vous, iriez-vous à Moscou ? C'est difficile. Il y a beaucoup de drones ukrainiens là-bas, c'est vrai. Il ne veut pas être dans la pièce. Il ne veut pas être dans la pièce. Il ne veut aucun conseil. Donc les Ukrainiens savent. Zelensky sait que leur capacité de frappe en profondeur humilie la Russie. Trump le voit. Trump demande « Voulez-vous aller à Moscou rencontrer Poutine ?» Poutine propose plusieurs fois une rencontre à Moscou. Zelensky préfère ailleurs. Zelensky dit qu'il ne peut pas y aller à cause des nombreux drones ukrainiens, comme lors de l'attaque de la raffinerie de Moscou. Ils volent chaque jour en Russie, sur des milliers de kilomètres. Et c'est une profonde humiliation pour la Russie lors de ce sommet de l'OTAN. Les Russes ne peuvent pas ignorer cela. C'est énorme. Ce n'est pas rien. Ils ont peur des États-Unis. Ils parlent toujours de Washington. Que vont-ils faire ? Devons-nous attaquer Washington ? C'est toujours un sujet de discussion. Alors maintenant, je vous présente l'un des plus grands bavards que la Russie ait jamais connu à côté de Grigori, et c'est Evgeny Goldman. Je suis sûr que vous êtes déjà habitué à cet homme. Il sera écarté dans les années à venir. Mais pour l'instant, il est bien vivant et il bavarde à propos du sommet. Là, on en est à 2 minutes. Je vais regarder tout ça parce qu'il a tendance à dire la vérité là où d'autres ne le font pas. Salut, bonjour les gars. Donc on s'est tous rendu compte que toute notre direction s'est mise dans une impasse à force de parler. Toutes ces conneries d'ancrage se sont répandues partout. À travers les veines, dans l'air, et maintenant c'est foutu, c'est parti. Grand-père Trump a fait l'éloge de Zelensky, il a dit qu'on devait frapper plus loin. Oui, c'est un des plus grands changements de ton de Trump. Il a toujours été très anti-Zelensky. Peut-être qu'il ne l'aime tout simplement pas personnellement. Mais maintenant, en voyant à quel point les frappes ukrainiennes à moyenne portée sont efficaces, on parle du sud occupé de l'Ukraine, de l'autoroute de Novorossiya, où les frappes ont détruit la logistique, et des frappes à longue portée, des frappes en profondeur. On parle des raffineries de pétrole russe situées loin à l'intérieur de la Russie, par exemple Omsk, à 2500 km de la frontière ukrainienne. À quel point celles-ci sont efficaces. Trump a fait l'éloge de Zelensky, disant « Va plus loin ». C'était à peu près le ton. Tu gagnes, j'aime ça, va plus loin. Yevgeny Goleman ajoute « Papy Trump, le président Zelensky, a dit de frapper plus loin. Préparez-vous et intensifiez vos efforts. Des temps difficiles arrivent, ne dites pas que je dramatise. Tout à coup, tout le monde en parle et plus personne n'insulte. Ce mensonge, cette honnêteté, tout le monde en a assez jusqu'à la nausée. D'accord, il divague, il passe d'un sujet à l'autre, mais tu obtiens des bribes de vérité sur chaque sujet. Maintenant, il est passé du sujet du mensonge des officiers à celui de la direction à Moscou. Maintenant, il parle de ça. Mentir à propos de Kupiansk, mentir à propos de Konstantinovka, le russe prononce le nom de Konstantinivka. Arrêtez de mentir au président. Est-ce que quelqu'un qui a vraiment du courage peut venir dire la vérité sur ce qui se passe vraiment dans ce pays ? Tu vois, c'est ça le problème. C'est l'un des symptômes d'être russe. Les boyards, les politiciens ou les dirigeants intermédiaires sont mauvais. Le tsar est bon, le président est bon. Donc Yevgeny Goleman s'est directement opposé à Poutine, mais dans cette vidéo, il retombe encore dans le piège selon lequel les boyards sont mauvais. Il ment au tsar qui est bon. Arrêtez de lui mentir, si seulement il savait. Mais la vérité, c'est qu'il sait. Il a conçu ce système, c'est son jeu. Poutine sait exactement ce qui se passe. C'est juste que, dans ses calculs, ses pertes russes lui conviennent. Une autre question. Est-ce que quelqu'un avec du courage peut entrer et dire la vérité au président ? Il y a eu des gens qui faisaient en ça régulièrement. Ça arrive toujours. Quelqu'un dit la vérité et il sera renvoyé. C'est comme ça. Poutine n'aime pas que quelqu'un brise l'image mentale qu'il se fait de la réalité. Il a une certaine image en tête. Quelqu'un arrive et la brise. En général, il se contente de laisser partir cette personne. Si c'est quelqu'un d'important qu'on ne peut pas laisser partir, il finira par passer par la fenêtre.
Donc certains disent la vérité, mais disparaissent ensuite. Voilà le problème en Russie. Pas comme le prétend Reznikov, le ministre russe du développement économique, qui dit que nous rattrapons et dépassons l'Amérique. Oui, bien sûr. À dos d'âne et de mulet, ou quoi? Dans quelle foutue économie? Ma pension est tombée aujourd'hui, 4800 roubles. Seigneur Dieu. Désolé de prendre le nom du Seigneur en vain, mais je me demande si je dois faire le plein ou tout dépenser en alcool. Même là, je ne serai pas saoul. Ce n'est pas assez. Ouais, 4800 roubles pour une pension. C'est de l'argent de poche en Europe. C'est quoi? Ça fait 70 euros. Ouais, la pension russe est en fait plus élevée. C'est environ 300 euros, quelque chose comme ça. Mais il vient de mentionner qu'un des versements n'était que de 70 euros, donc c'est sombre. Quoi qu'on en dise, même si on multiplie les 70 pour arriver à 300, c'est sombre, c'est mauvais. Regardez comment vivent nos soldats, ça me fait trembler. Parfois, leurs femmes viennent me voir et jurent, j'ai envie de pleurer. Un salaire de 50 000 roubles à Irkoutsk. Comment vous vivez, les gars, là-haut dans le nord? J'y suis allé, à Mourmansk, dans ces régions. J'ai vu ces villes, des villes fantômes. Cet endroit ne devrait pas être une simple oasis de ce pays. Il devrait tout avoir. Cet endroit devrait être une oasis, avec des cinémas et divers événements sportifs. Maintenant, il parle de ce que l'élite de la Russie, censée être les soldats, parce que c'est ainsi que la Russie se présente à l'intérieur. Les soldats sont l'élite et ils devraient tout avoir. Ce sont des héros. C'est ce que fait l'Amérique. Leur armée n'est pas si efficace simplement parce qu'ils ont une grande armée, mais grâce à sa logistique qu'ils dominent mondialement. Ce sont les meilleurs dans ce domaine et leur armée peut aller partout. S'ils le veulent, ils ont du McDonald's, du Burger King dans leur avant-poste en Afghanistan. S'ils avaient pu, ils auraient eu Jack in the Box ou n'importe quelle chaîne de restauration rapide. Aujourd'hui, vous diriez que ce n'est que de la restauration rapide. Non, mais si l'on considère la logistique d'acheminer par avion des steaks hachés surgelés vers des avant-postes en territoire ennemi, on peut y obtenir tout ce qu'on veut, même de la pizza si nécessaire. Donc avec cette phrase, il fait essentiellement l'éloge de la logistique militaire américaine. Ils ont des cinémas, ils ont toutes sortes d'événements sportifs, ils ont des divertissements, les Russes, non. Et voici un soldat russe qui, en théorie, déteste Washington, en train de faire l'éloge de la logistique militaire américaine. Maintenant, à quel point est-ce schizophrène? Il devrait en quitter ses sous-marins et vivre comme il le souhaite. Je m'arrête là. Les divagations continuent. Je veux juste vous offrir votre dose quotidienne de Yevgeny Goldman, car ces divagations russes révèlent toujours une part de vérité. Cela dresse un tableau. Maintenant, avant d'aborder les vraies nouvelles sur la situation des files d'attente aux stations-service en Russie et sur quelle raffinerie a été touchée, je viens de voir cette vidéo d'une femme russe. La vidéo est sortie hier. L'émotion est tellement authentique, je dois la partager avec vous. Le message est authentique. C'est très dangereux. L'usine est à nouveau évacuée. Quel cauchemar. Nous sommes très loin de là où tout se passe. Donc elle veut dire là où la guerre en Ukraine a lieu. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi? 1500 km de l'Ukraine, alors que la guerre se déroule là-bas. C'est censé ne pas nous toucher parce que c'était l'accord secret, un accord non écrit entre le peuple russe et le gouvernement russe. Que le peuple russe ne s'immisce pas dans le gouvernement. Ils ne participent pas aux élections démocratiques. Nous ne nous soucions pas de qui nous gouverne tant que nos vies continuent de s'améliorer. Cet accord vient d'être rompu parce que ici, il y a une femme russe ordinaire, à 1000 km de l'Ukraine, qui ressent la douleur de la guerre. Cela ne fait pas partie de l'accord. Et quand cela ne fait pas partie de l'accord, quand l'accord est rompu, le peuple russe peut faire sa part, peut-être en changeant le gouvernement. Mais malgré tout, les autorités doivent arrêter cette guerre immédiatement. Ça suffit maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'efforts et de travail il faut pour construire tout cela, chaque jour. Chaque ouvrier travaille dur dans cette usine. Certaines familles ne voient même pas les leurs. Et vous, bande de salauds, qu'est-ce que vous faites? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire ça. Arrêtez ça immédiatement. Ça suffit. Vous voulez détruire la dernière grande usine? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir en faisant ça? Pourquoi faire souffrir autant de gens? Donc, c'est avant tout un message au gouvernement russe. Et surtout au tsar, comme ils le font toujours, à Poutine. Pourquoi? Arrêtez, ça suffit. Pas de guerre. Assez. Vous voyez, en Russie, depuis l'invasion, cette phrase mène directement à la prison ou à de lourdes amendes. Donc si vous dites cela en ce moment dans une vidéo publique, cette fille sera probablement retrouvée, et je ne dis pas qu'elle ira en prison, mais elle recevra une amende, c'est certain. Parce que cela discrédite le gouvernement.
et peut-être qu'il pourrait en même lui reprocher de discréditer les forces armées de la Russie d'une manière ou d'une autre. Il y a suffisamment de ces drones, de missiles et de tout le reste, des deux côtés. Tu vois, peut-être qu'on pourra enfin vivre en paix. Combien de temps encore ? Un message fort d'une femme russe désespérée. Très bien, mes amis, pénurie d'essence en Russie. Regardons les vidéos de personnes faisant la queue, car de nouveaux cas, de nouvelles situations apparaissent. Et si vous mettez les Russes, qui sont pour la plupart impulsifs, une nation moins analytique, si vous les comparez à certaines nations européennes, vous mettez ces gens dans une station-service, vous leur enlevez leur essence, leur argent, et peut-être qu'ils n'ont même pas de toilette où aller. Des situations amusantes vont se produire. On commence par ceux qui campent. Mais ce camping, ça va, on l'a déjà vu. Je veux juste vous montrer leur équipement. Regardez ça, zoomons, avançons. Et maintenant, cet équipement de camping. Le gars a une valise. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? C'est tout ce qu'il faut pour camper près d'une station-service. Voilà un thermos, il y a des cartes à jouer. Il y a des cigarettes, bien sûr, et un autre accessoire que je ne reconnais pas. On dirait du matériel de James Bond pour un campeur de station-service. Remarquez aussi la table avec du pain de blé, du pain blanc. Les Russes en consomment toujours énormément. Ils aiment leur sandwich au pain blanc, juste avec jambon, fromage et cornichons ou autre. Ils en utilisent énormément. Et ces gobelets ici, c'est peut-être de la vodka pure, qui sait, ce n'est pas une blague. Ils la boivent vraiment directement dans ces gobelets en plastique. Et c'est une installation très russe ici. Un autre exemple, au même endroit en fait. Ces gars-là ont campé et le matin, ils ont en fait été récompensés pour avoir campé parce qu'un vrai camion-citerne est arrivé. Ils attendaient et les gars se réveillaient. Le camion-citerne Regardez Lukoil est effectivement arrivé à la station-service Lukoil. Et les gars appellent leurs amis « Nous sommes sauvés ». L'essence nous a été livrée par les dieux. Merci Dieu. Maintenant, on peut en avoir un peu. Mais la situation n'est pas si rose parce que le camion-citerne arrive, n'est-ce pas ? Mais puisque, selon le gouvernement russe et les autorités locales, ils ne vendent plus aux gens ordinaires dans certaines stations-service. Vous ne pouvez acheter que si vous avez le bon réservé aux travailleurs fédéraux ou si certaines entreprises ont des bons. Donc, les gens campent ici depuis des jours. Et puis, un camion-citerne arrive. Et le chauffeur dit « Je ne peux pas vous le vendre. Ça va directement dans la station-service. » Ce n'est pas pour vous, mais pour ceux qui ont des bons. Imaginez votre colère dans cette situation. Vous avez passé presque une demi-semaine ici à attendre ça, et maintenant ils le vendent seulement à un policier corrompu ou à des médecins ou à toute personne que les autorités russes considèrent comme travailleurs essentiels, mais pas à vous. C'est ça qui énerve les gens. La situation est devenue tellement désespérée que quand les gens remarquent un de ces camions-citernes sur la route, ils s'y accrochent pas parfois. Ils essaient de les suivre, de les coincer, de les forcer à s'arrêter parfois. La situation devient dangereuse sur les routes quand ces camions-citernes passent, parce qu'ils sont très rares sur les routes russes maintenant. Donc oui, les gens les suivent partout où ils vont. Mais parfois, ils livrent du carburant à des voies de navigation, des usines aéronautiques, peu importe. Ce n'est pas pour un usage civil. Même pour les stations-service, parfois ce n'est pas pour les civils. C'est seulement pour les travailleurs essentiels, tu sais. Donc les gens sont vraiment en colère. Tellement en colère qu'on commence à voir ce genre de vidéos. Donc un homme russe monte réellement à bord. C'est le Jack Sparrow de Russie. Jack Sparrow russe ivre monte à bord d'un camion-citerne. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Siphonner ces 100 tonnes de carburant. Ne me demandez pas. Mais voici la vidéo, je l'ai en fait transférée. Et boum, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ne me demandez pas. C'est la Russie, tout est possible. Il a été enlevé par des ovnis ou quelque chose comme ça. Et partout où il y a une station-service qui vend encore du carburant aux civils, on a ce genre de situation. Cette femme mange des sushis. Tout va bien. Elle mange des sushis, dit que c'est effrayant de vivre comme ça et filme tranquillement qu'il y a une énorme bagarre pour la station-service. Les gens se disputent vraiment, genre « Tu es là trop longtemps, c'est mon tour ». Bam, après 2 heures d'attente, ils se battent. Ce montage montre tout cela. Ça continue. Même des hommes contre des femmes contre... Ils ne font pas de différence, c'est la Russie. Être une femme ne te donne pas le droit de dire « tu ne peux pas me frapper ». Ça n'existe pas en Russie depuis que Poutine a déjà dépénalisé la violence domestique il y a des années. Ça veut dire qu'en Russie, c'est en quelque sorte normalisé qu'un homme frappe une femme et qu'une femme frappe un homme. Cela arrive aussi très souvent. Les hommes ne frappent pas seuls les femmes frappent aussi les hommes, parfois avec des objets. C'est grave. Donc les femmes se font beaucoup frapper et les hommes aussi. Tout le monde se fait frapper dans les stations-service. On parle désormais de guerre des stations-service.
Et il y en a tellement, tellement, je pourrais faire toute une vidéo rien que sur ça. Un autre exemple de cela, c'est que des gens vivent carrément dans leur voiture. Regardez cet homme qui campe ici depuis 2 jours dans une voiture alors qu'il devrait être en train de travailler. Voilà l'économie russe. Ces travailleurs sont désormais mobilisés non pas pour l'opération militaire spéciale, mais dans les stations-service à attendre. Ce sont des centaines de milliards qui ne sont pas gagnés parce que la main-d'œuvre attend simplement de l'essence. C'est la fin, les amis. J'aimerais retirer ce que j'ai dit dans ma propre vidéo d'il y a quelques semaines à propos de l'essence, où j'ai dit que vous devriez venir visiter Moscou, qu'il y a de l'essence à Moscou, que vous pouvez faire le plein et repartir. Comme il l'a dit, et venez à Moscou, il y a de l'essence, etc. La semaine dernière, j'ai pu faire le plein de mon réservoir par hasard. Maintenant, une semaine plus tard, je vis dans ma voiture depuis 2 jours et il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans la même situation. Et ce sont des gens qui travaillent en Russie. Des gens qui ont un emploi. Ils doivent aller travailler. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de carburant. Leur patron dit « Trouve de l'essence, je m'en fiche, reviens ». Ils pensent « D'accord, il faut trouver du carburant ». Ils vont attendre à la station-service pendant 2 jours, ce qui signifie du travail non effectué, des pertes pour l'entreprise et le PIB russe qui chute. Ce sont de vraies personnes sorties du marché du travail parce qu'elles attendent de l'essence. Ce n'est pas rien. C'est la chose la plus grave pour la main-d'œuvre russe si les hommes en âge de travailler ne travaillent pas. Par exemple, il y a encore de petites entreprises en Russie, Automesa en Russie. Elles disparaissent toutes. Ce qui survivra principalement, ce sont les grandes entreprises subventionnées par le gouvernement, les entreprises d'armement, les compagnies pétrolières, les compagnies gazières. Mais il s'agit d'une femme russe avec une petite entreprise, comme toi et moi pourrions en avoir une, en Europe, en Amérique ou au Canada. C'est une petite entreprise à toi avec peut-être quelques employés. Cette femme russe tente la même chose, mais en Russie. La situation est totalement différente. Je suis sous le choc. Un employé de la station-service vient de passer devant toutes les voitures en file en disant qu'il n'y aura pas d'essence aujourd'hui. Nous vivons au XXIe siècle, l'ère de la technologie. Mais c'est là qu'elle se trompe. Nous, on en a. Eux, non. C'est la Russie. Ils ne vivent vraiment pas au XXIe siècle. Je dirais même qu'ils ne vivent pas au XXe siècle, en fait. Dans certaines zones rurales, c'est le XIXe siècle, mais certainement pas. Le XXIe siècle, en Russie, c'est seulement les grandes villes. Partout ailleurs, il faut enlever. 50 ans, c'est sûr. On n'a aucun service. Je ne peux même pas appeler mon mari en urgence, ni gérer mon entreprise. Comme il en a une aussi, on subit des pertes. Tu sais ce qui ne perd jamais? Ses lèvres, parce qu'elles deviennent de plus en plus grosses à mesure qu'elle subit des pertes. C'est pour ça que je ne comprends pas les femmes russes. Pour une raison quelconque, leur idéal de beauté, c'est un poisson. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas comme ça ici en Estonie, mais si tu passes la frontière, même de quelques kilomètres, elles aiment tellement les poissons qu'elles veulent leur ressembler. Ne me demande pas pourquoi. C'est tout ce que font les femmes russes. Elles se font injecter les lèvres pour une raison quelconque. On ne peut littéralement rien faire. Tu ne peux pas faire le plein de ta voiture. Je n'ai même pas assez pour rentrer chez moi. Tu sais, parfois il y a une situation pas très grave, juste un peu inconfortable. Tu l'ignores. Puis plus tard ça revient, mais en pire. Et tu l'ignores encore parce que maintenant c'est encore plus gênant, encore plus embêtant. Et puis tu l'ignores pendant 30 ans. Et puis cette situation déclenche une guerre avec un pays voisin pacifique et veut éliminer son peuple. Veut y commettre un génocide. Et puis ce pays se défend. Eh bien c'est la Russie. Le peuple russe partage une responsabilité dans les décisions de Poutine, dans les décisions du gouvernement, parce qu'il a permis cela. Aucun gouvernement ne peut faire ce qu'ils font sans que le peuple le permette. Si c'est un système démocratique, un gouvernement fait une mauvaise chose, alors il ne sera tout simplement pas réélu la prochaine fois. C'est comme ça que les gens prennent le contrôle de la situation. Ils vont voter. Et c'est sûr, ces gens qui ne sont plus populaires seront chassés du pouvoir par le vote. C'est comme ça que la démocratie fonctionne en Estonie. En Russie, les gens ont dit pendant des décennies, ils ont toujours dit dans les interviews « Je ne m'intéresse pas à la politique ». Je n'y participe pas car l'accord secret était « Tu améliores ma vie, je ne me mêle pas de politique. Je ne demande pas de système démocratique dans mon pays. Je ne suis pas responsable de vos actes. » Mais en réalité, ils le sont. Ils le permettent et facilitent pour cela. Ils ont permis à ce gouvernement, à Poutine et à cette kleptocratie de devenir une tumeur qui menace désormais pratiquement toute l'Europe. Donc oui, cette femme russe partage la responsabilité de ne pas avoir participé au système démocratique qui existait en Russie, d'ailleurs à la fin de l'époque de Yeltsin. Les élections étaient démocratiques. Les gens pouvaient voter contre qui ils voulaient, mais Poutine a tout changé. Je ressens de la peine pour les personnes qui souffrent,
mais je pense parfois que la douleur est sorte nécessaire pour évoluer. Et je pense que ce n'est qu'une infime douleur comparée à ce que vivent les Ukrainiens chaque jour. Donc, je pense qu'il faut plus de douleur pour que cette personne apprenne, et ceci n'est qu'une petite partie de cette douleur. Donc je regarde ça, je me dis, tant mieux, tu as enfin l'occasion de voir la réalité. Quelle est la réalité ? Eh bien, la réalité, c'est que hier, une autre raffinerie de pétrole russe a été frappée par des drones ukrainiens, et ce n'était pas une petite. On parle de la raffinerie Nijni-Komsk-Komskoï, de l'autre côté de Moscou, très très loin. Donc les drones ukrainiens ont de nouveau parcouru près de 1000 km à peu près, au-dessus du territoire ennemi, très bas, vous savez, frôlant les cimes des arbres, très bruyants. Tout le monde les a vus, tout le monde les a filmés, et personne ne les a abattus. Et ils ont volé jusqu'à cette raffinerie de Nijni-Komsk-Komskoï, qui raffine 17 millions de tonnes de pétrole, ce qui est absolument énorme comme raffinerie. Et ils ont pris feu spontanément là-bas, ou l'ont frappé avec des débris, comme disaient les Russes. Boum, voilà le résultat. Ces sirènes me rappellent toujours Kiev. Toujours. On se réveillait avec ça chaque nuit, à peu près. Ou 8 fois. Donc cette femme russe pleure, alors oui, j'y étais 8 fois. Mais il y a des gens qui vivent là-bas, qui ont des enfants, qui doivent aller à la maternelle, qui ne peuvent pas dormir, qui pleurent et qui ont peur. Et leurs souvenirs fondateurs, formés dès le plus jeune âge, seront ces sirènes d'alerte aérienne. Donc si vous regardez cette réalité, je ne peux pas avoir de peine pour aucun Russe, quelle que soit la souffrance qu'ils endurent en ce moment, parce qu'ils y ont adhéré. Ils ont permis que cela arrive. Ils ont permis que cette guerre ait lieu en ne faisant rien contre leur gouvernement criminel et fasciste pendant 30 ans. Alors brûle, Russie, brûle. Dans la prochaine vidéo, les ouvriers de la raffinerie de Nijni-Komskoï observent un drone ukrainien planer paisiblement en dessinant un S, tentant d'éviter des tirs anti-aériens inexistants. L'une des principales raffineries russes sans défense anti-aérienne active. Ce drone évite des tirs qui n'existent pas et puis comprend. Peut-être que le pilote se dit « Bon, comme cible, ça fera l'affaire ». Et puis le drone plonge directement dedans. Et tous ces ouvriers, d'ailleurs, je voudrais faire valoir un point. Vous pourriez penser cela si vous avez subi de la propagande russe, cela arrive. Ne vous blâmez pas, je suis là pour la déconstruire. La Russie est un véritable État européen à l'ancienne avec ses valeurs chrétiennes, ses traditions familiales et tout ce blabla. Non. Une grande partie de la population russe est musulmane. Une proportion incroyable est composée d'immigrants venant par exemple d'Inde, du Népal, du Bangladesh. Même ces travailleurs ne sont pas russes, ce sont des immigrés, pas des hommes russes. Beaucoup d'entre eux. Si on regarde un peu, il y a peut-être même des Chinois. De nombreux Chinois travaillent en Russie. Je ne parle pas d'environ 1%, non, je parle de dizaines de millions d'immigrés et de travailleurs immigrés en Russie. Et ils ne le montrent pas parce que cela ne correspond pas à la propagande russe destinée à l'Occident, pour les gens qui veulent vraiment que leur gouvernement en Occident soit peut-être plus à l'ancienne et traditionnel. Ils regardent dans la propagande russe. C'est comme si c'était ce pays-là, des valeurs chrétiennes et des gens blancs. N'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je vais juste chercher sur Google. Voyons ce qui apparaît. Les estimations indiquent qu'il y a environ 16 à 25 millions de musulmans vivant en Russie, ce qui représente près de 20% de la population. C'est bon. Je n'ai rien contre les musulmans. Je remarque seulement que certains, en disant que la Russie est traditionnaliste, pensent à une nation blanche et chrétienne. Ce n'est absolument pas le cas. Je sais que je ne peux pas briser la croyance de certains dans la propagande, alors continue. Juste pour vous montrer ce que ces travailleurs immigrés ressentent vraiment à propos de ce drone posé sur leur raffinerie. Eh bien, voici un spectacle aérien pour eux. Ils sifflent, ils apprécient. Pour eux, c'est un spectacle aérien. Ils voient un drone ukrainien frapper leur lieu de travail et s'exclament « Vas-y mon gars ». Ouah, ils regardent ça comme un spectacle aérien. D'accord, maintenant ils courent. D'accord. Mais ces sifflements, c'est comme s'ils encourageaient le drone. Et d'ailleurs, quel étant le pire ? Tu as fait la queue pendant 2 jours à côté de cette raffinerie pour avoir du carburant qui vient précisément de cette raffinerie et ensuite tu vois des drones ukrainiens la frapper. C'est vraiment le pire du pire. Tu viens juste d'apprendre qu'il n'y a aucune chance d'avoir du carburant parce que l'usine qui le fabrique est en feu. C'est horrible.
À la fin, je vais te donner une analyse de la situation dans le secteur du raffinage du pétrole en Russie, qui est tellement mauvaise même pour les raffineries qui fonctionnent encore. Parce que tout est un système. Si tu retires certaines capacités d'un système, cela impacte tous les autres producteurs et capacités, dont les raffineries de pétrole encore actives. Nous verrons également une augmentation significative du nombre de raffineries russes défectueuses. Il y a plusieurs raisons à cela, dont je vais en mentionner 3 ici. Premièrement, les Russes manquant rapidement de carburant et sous la pression politique vont pousser les raffineries restantes au-delà de leurs paramètres de fonctionnement normaux, ce qui augmentera l'usure et finira par casser des pièces. Deuxièmement, l'augmentation de la consommation de pièces entraînera également une pression sur la disponibilité des pièces de rechange. Les raffineries sont composées de millions de pièces, dont beaucoup sont en quantité limitée, car elles sont fabriquées à l'étranger. Elles sont également fortement sanctionnées et n'arrivent en Russie qu'après un long parcours à travers de nombreux intermédiaires. Les plus grandes raffineries russes, ainsi que les unités de craquage et colonnes de distillation modernes, ont majoritairement été construites par des entreprises européennes qui ont cessé cette activité. Elles n'assurent-ils plus l'entretien, donc si elles tombent en panne, elles sont détruites. La Chine pourrait produire des substituts, mais ne le fait pas. Nous n'avons pas vu la Chine remplacer ces équipements. Nous n'avons pas vu la Chine expédier massivement des unités de distillation pour le raffinage du pétrole vers la Russie. Je n'ai pas vu cela. Troisièmement, même sans que les drones ukrainiens atteignent les raffineries, des arrêts d'urgence sont fréquemment imposés lorsque les drones ukrainiens s'approchent des raffineries. Cette procédure endommage la raffinerie, mais reste préférable à l'impact d'un drone sur une tour de distillation chargée. C'est ce que je ne comprends pas. Je sais que c'est vrai, mais vous pouvez préciser dans les commentaires qu'arrêter une tour de distillation en marche l'endommage en fait. Elle est conçue pour fonctionner en continu. Je ne comprends pas pourquoi cela l'endommage, mais je l'ai tant entendu que je le crois. Mais je pense que certains d'entre vous savent vraiment pourquoi cela endommage l'installation si on l'arrête régulièrement. Cela abîme réellement l'installation. Et cela arrive parce que des drones arrivent. Vous arrêtez la raffinerie. N'hésitez donc pas à m'éclairer, moi et les autres lecteurs, dans les commentaires. Merci mes amis de regarder et de revenir encore et encore. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici ma prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et au revoir.